Bonjour à tous. Je viens de lancer le webinaire «Faites évoluer vos vieux outils de consolidation et prenez de l'avance avec une véritable solution EPM». Donc on va pas tarder à commencer. Je laisse encore, 1 ou 2 minutes, je dirais, pour que tout le monde puisse se connecter et on va lancer, je dirais, le webinaire, tout de suite après. Bien, on va démarrer. Ça fera arriver les éventuels retardataires. Donc comme je vous le disais, merci, de votre attention. Nous allons travailler sur, je dirais les gros enjeux liés, à l'évolution des outils actuels de consolidation. L'objectif de notre séminaire, ça va être de vous présenter, je dirais, 2 parties. Une première partie, qui va être présentée, par PKF Arcilon, je dirais sur un retour d'expérience sur le changement d'outils de consolidation. C'est un sujet qui est d'actualité en ce moment avec les obsolescences des solutions SAP FC, Via Report, Oracle HFM et d'autres outils, je dirais un peu moins répandus. Et ensuite une présentation, je dirais, des enjeux clés liés à la choix d'une véritable plateforme de pilotage EPM, l'EPM, Enterprise Performance Management, qui regroupe bien sûr tous les enjeux de consolidation, de reporting, d'élaboration budgétaire, de contrôle financier. Et nous finirons par une petite séance de conclusion, durant laquelle les questions que vous pourrez poser, et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, nous seront remontées par l'équipe d'organisation et bien sûr, nous nous ferons un plaisir de répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Pour ce webinaire, nous serons 2, pour l'animer et je vais laisser, Claire se présenter, et je me présenterai ensuite. Merci Laurent. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Donc je m'appelle Claire Quillet-Lemaître. Je suis associée chez PKF Arcilon depuis presque 4 ans maintenant, en charge de l'équipe consolidation et reporting pour PKF Arcilon. Et personnellement, je suis basée à Rennes, mais je vous présenterai tout à l'heure l'équipe. On est sur un maillage territorial. Merci Claire. Moi je suis Laurent Faucon, je suis responsable des partenariats et des alliances, pour la société Amelkis et je dirais, nous avons une forte expérience de travail avec notre partenaire PKF Arcilon, raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce webinaire ensemble. Donc je vais passer tout de suite la parole à Claire qui va nous présenter en fait, je dirais toute l'expérience de PKF Arcilon sur les sujets d'accompagnement de groupe en matière de changement d'outils de consolidation. L'objectif étant de vous faire bénéficier en fait de ce retour d'expérience et d'enrichir, je dirais, votre culture sur ce type de sujet. Claire, je te passe la parole sur cette Merci base-là. Laurent. Alors je vais commencer par une présentation succincte de PKF Arcilon. PKF Arcilon donc accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation. Donc les chiffres qu'on vous présente à droite, c'est des chiffres au 30 juin 25. Donc on est à peu près 1000 personnes, dont 70 associés. Et on a un maillage vraiment territorial sur toute la France. On n'est pas que à Paris et on a à peu près 30 bureaux en France et on fait 102 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Dans le slide d'après, on vous présente, tous les métiers ou les offres qu'on peut adresser pour répondre aux besoins de nos clients. Donc il y a les offres, je dirais un peu classiques, que peut offrir un cabinet d'expertise comptable, de l'audit, de l'expertise conseil, de la paye RH, de la formation. Ça, tout le monde ne le fait pas. Du juridique et du fiscal, évidemment, de la conso. Et puis sur le volet de droite, vous avez tout ce que nous, on englobe dans notre offre conseil avec, très en vogue en ce moment, la facturation électronique, de la stratégie, du restructuring, des transactions, évaluation et RSE durabilité. Si on rentre dans le vif du sujet, du coup, alors quel est le contexte à l'heure actuelle, qui fait qu'on est là et qui fait que vous êtes là aussi parce que c'est des sujets qui vous intéressent et auxquels vous allez être confrontés, pardon? C'est que comme le disait Laurent en introduction, on arrive à une fin de maintenance des outils historiques que sont SAP, FC ou SAP BFC, selon comment on l'appelle, qui est annoncé en 2030, qui a déjà été prorogé une fois, c'était 2027, ça a été prolongé à 2030, et Oracle HFM qui arrive à échéance en 2032. Fin de maintenance, les outils continuent d'exister, mais derrière, il y a plus de maintenance, donc il y a plus de montée de version, il y a plus d'assurance que ça va continuer de fonctionner dans les environnements qu'on connaît, et qui n'arrêtent pas de changer. Et c'est ces 2 outils-là qui étaient, vraiment, hem, dominateurs sur le marché depuis 15-20 ans et donc c'est, on peut le dire, une vraie révolution dans les outils et ce qui va nous amener beaucoup de problématiques, beaucoup de sujets, de projets, à adresser pour accompagner les groupes. En plus de cette obsolescence de ces 2 principaux outils, on a un environnement réglementaire qui est en pleine évolution, avec la CSRD, même si, on est tous au courant de l'allègement et du recul dans le temps, mais ça va quand même venir. Pilier 2, IFRS 18 qui arrive aussi très vite et donc en fait toutes ces contraintes, réglementaires, ces obligations de production d'informations, en plus, des évolutions du référentiel français, font que les outils, à la base de conso, vont être obligés d'intégrer d'autres fonctionnalités que juste la conso et vont être obligés de s'adapter à toutes ces nouvelles contraintes réglementaires. Donc beaucoup de changements et ces changements-là, à la fois dus à l'obsolescence et à la fois dus aux contraintes réglementaires, font que c'est l'occasion, de faire profiter la fonction finance d'une grosse transformation. C'est l'opportunité de s'améliorer, de monter de gamme quelque part, de moderniser le processus, pour améliorer le pilotage, valoriser les équipes et donc ce n'est pas juste, une migration, c'est pas juste un changement d'outil, c'est vraiment, il faut il faut en profiter pour repenser, la fonction finance et c'est ce que font les groupes, avec lesquels on discute, ouais. Sur le slide d'après, Laurent, s'il te plaît. Merci. J'y suis. Les innovations attendues de ces nouvelles solutions, parce qu'en fait, comme ce n'est pas juste un changement d'outil, on attend aussi qu'ils ne fassent pas que de la conso et qu'on puisse bénéficier de toutes les évolutions, toutes les innovations aussi technologiques. Donc avec des capacités de stockage accrues, avec l'intégration de façon native d'IA, avec du prédictif, du mode SaaS évidemment, il faut aussi que les nouveaux outils soient, à la hauteur, de ce qui se fait actuellement, donc avec de la restitution, de la visualisation sur des interfaces intuitives, multi-supports, que les dirigeants ou ceux qui utilisent les KPI soient capables de les voir, en temps réel sur des tablettes ou des smartphones, donc avec des outils de data visualisation et ces nouveaux outils doivent être capables de communiquer parfaitement avec les systèmes en amont, les ERP, les outils de compta et utiliser du BI pour pouvoir, notamment, faire de la restitution. Et tout ça doit se faire de façon naturelle, sans trop de manipulation manuelle, heu, parce que c'est dans l'air du temps, en fait. Avec une administration IT simplifiée, donc du cloud native, la réduction de la complexité IT avec une maintenance, allégée parce que déléguée aussi, et une diversification des usages. Donc l'outil de conso n'est plus juste un outil de conso. Il faut aussi qu'il soit capable de faire d'autres choses comme du budget, de la simulation, intégrer des informations qui ne sont pas financières comme, la CSRD, pilier 2 du fiscal,
Et tout ça, encore une fois, que tout se parle pour que ce soit très fluide et que la formation financière qui en découle, heu, bah, sorte pas presse-bouton parce que je déteste quand on dit ça de nous, mais que ce soit le plus naturel possible. Et nous, en tant que consolideurs, qu'est-ce qu'on veut retrouver? Parce qu'on est quand même en première ligne de mire. De façon native, on veut retrouver ce qu'on avait déjà avec les outils, qui vont devenir, obsolètes, mais on veut les retrouver de façon native, donc des contrôles de liasses, des rapprochements interco, évidemment la conformité aux référentiels normatifs, la traçabilité des données pour l'audit. Alors pas que pour les auditeurs externes, aussi pour des analyses, des besoins d'analyse et des besoins d'explication, pour l'interne, pour le dirigeant, pour les actionnaires, pour les banques, enfin pour tous les tiers intéressés, par unité, par nature, par audit, enfin voilà, vraiment justifier, les comptes, justifier les chiffres. Donc ça, il faut que ce soit facile et faisable, que tous les retraitements issus des données sociales, par exemple, ce qui me vient à la tête, les amortissements dérogatoires, ça vient des données sociales et donc il faut que le retraitement, il soit de façon automatique. Ce serait pas normal que maintenant, de nos jours, il faille repasser une écriture d'annulation d'amortissement dérogatoire manuellement et derrière les impôts différés, bah, liés, aux écritures automatiques, bon, qu'on puisse toujours décider de est-ce qu'on met de l'automatisme ou pas au niveau des impôts différés, qu'on ait la main, mais au moins que l'outil le propose. Ce qu'on veut aussi, ce qu'on demande, c'est de la souplesse de paramétrage parce que maintenant tous les groupes demandent, des états spécifiques, des retrieves, on appelle ça des retrieves quand c'est des requêtes sur Excel, pour pouvoir justement sortir des comptes de management ou des KPIs qui soient spécifiques aux besoins du groupe. Donc il faut pouvoir avoir la main sur le paramétrage de ces états. Une ergonomie évidemment, que ce soit pas, heu, dur d'aller travailler sur cet outil-là. Il faut que ce soit facile d'accès, qu'on ait envie d'y aller. Alors quand on est consolideur, on a toujours envie, mais voilà, tout le monde n'est pas consolideur. Et des états d'analyse classiques comme des VARCAP, enfin voilà, il est impensable en tant que consolideur d'ouvrir un outil de conso où il y a pas de VARCAP. Donc voilà, il faut que ce soit de façon, native, disponible, prêt à l'usage et pour autant, spécifiable. Qu'on puisse créer du spécifique à partir des états d'analyse, préparamétrés. Donc avec des tableaux, sur mesure possibles. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les risques que nous avons identifiés et auxquels nous avons été, confrontés déjà? Ce qu'on voit déjà, c'est qu'on est sollicité, on commence à être sollicité déjà par des changements d'outils, de conso et que donc ce qu'on pressent, c'est qu'il va y avoir embouteillage. Parce qu'il y a plein de groupes qui utilisaient ces 2 principaux outils, enfin ces 2 gros outils, historiques et que donc, ben, étant donné qu'ils vont s'arrêter, que la maintenance va être arrêtée, va falloir changer. Et changer, ça prend du temps, il faut repenser le changement et dans un contexte où, bah, des consolideurs ou des intégrateurs, bah, il y en a pas à tous les coins de rue. Ça demande des compétences spécifiques, ça demande, du temps parce que ça se fait sur une certaine période, on verra tout à l'heure et donc dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, bah, les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc si vous tardez, si les groupes tardent à dire, ou à se lancer dans ce changement, dans ce projet, parce que c'est un véritable projet, bah, il risque d'y avoir des embouteillages. Risque de saturation des ressources et donc de nécessité de garder les anciennes solutions, mais, à vos risques et périls parce que plus maintenues. Et donc en découle de ce risque-là, des risques d'erreur dans la migration des données historiques, parce que s'il n'y a pas de bande passante pour bien les faire, eh ben, on peut se tromper, sachant que quand on reprend des données historiques, il faut s'assurer que l'ouverture soit complètement, conforme à ce qui a été certifié, l'année antérieure et donc là, on n'a pas le choix. Donc il faut retomber sur ce qui a été, fait. Faux ou pas faux, il faut retomber dessus. Ce qui peut générer aussi d'ailleurs des corrections d'erreurs, à l'occasion du changement d'outil. Les retards dans le respect des échéances réglementaires, bah oui, parce que s'il y a personne pour faire le changement d'outil, bah, faut se mettre sur la liste d'attente et puis, ben, au risque de prendre du retard sur les échéances réglementaires. Coût de formation, bah, c'est pareil quand s'il y a pas beaucoup de personnes, à pouvoir faire le projet, à pouvoir mener le projet, à s'investir sur le projet, bah, il y aura de la formation avec une courbe d'apprentissage qui peut être, plus longue.
Voilà, donc il faut anticiper. Et en découle de tout ça, du poids sur la productivité et la qualité des reportings, parce que ça s'invente pas non plus. Il faut le temps de s'approprier aussi les outils. Nécessité de garantir la fiabilité et l'auditabilité des données financières, parce que si vous produisez des comptes mais que vous savez pas ce qu'il y a dedans, ça devient problématique et ça peut générer des pertes de confiance derrière des tiers. Évidemment, il faut que ça reste conforme aux IFRS et enfin aux différents, référentiels normatifs qui sont utilisés. Et derrière, si le projet ne se déroule pas bien, défaillance potentielle qui peut nuire à la conformité, réglementaire, mais aussi à la réputation du groupe. On a vu d'ailleurs, récemment, alors je ne sais absolument pas pour quelle raison, donc je ne me permets pas d'apporter de jugement, mais je crois que c'est Ubisoft qui a dû décaler son information financière, sa production d'informations financières. Voilà. Donc au niveau de la temporalité, ce qu'on a vu, et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a identifié donc 2 phases, une phase de cadrage, une phase de réalisation, avec la définition d'un cahier des charges complet. Ça prend de quelques mois à plus d'un an selon le contexte évidemment, c'est chaque groupe a ses spécificités. Et la phase de réalisation pour les plus petits, enfin pas pour les plus petits, mais pour les plus simples, les projets les plus simples de 1 an, voire 3-4 ans derrière pour les plus complexes. Et là, on vous a mis un exemple, de déroulé du projet de changement d'outil. Donc ça commence évidemment par un état des lieux. Qu'est-ce que vous avez déjà? Quel système vous utilisez déjà? Est-ce qu'il y a déjà des API en place? Qu'est-ce qu'il faut reprendre? Derrière, qu'est-ce que vous voulez? Numéro 2, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre cible? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez intégrer? Quelles données vous voulez fournir? Quel maillage de données vous voulez fournir? Et donc pour tout ça, on propose des ateliers de travail et qu'on adapte en fonction du budget alloué au projet. Ensuite, il faut identifier les outils susceptibles de répondre à votre cahier des charges, un appel d'offres et sélectionner l'outil. Ensuite, vient la phase de réalisation, donc on passe au paramétrage, au développement d'états spécifiques, à la reprise de données historiques et au recettage. Il ne faut pas oublier évidemment la formation des utilisateurs, quels qu'ils soient, consolideurs, contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion, enfin voilà, tous ceux qui vont être amenés à utiliser les interfaces. Et si on imagine que derrière il y a de la CSRD, il faut aussi intégrer dedans tous les utilisateurs du module de CSRD. Et derrière, ce qu'on conseille, c'est quand même de faire la première conso en parallèle sur l'ancien et le nouvel outil pour pouvoir analyser les écarts et ajuster éventuellement les paramétrages. Donc concrètement, et c'est le volet de droite, qu'est-ce qu'on préconise? De lancer la réflexion dès maintenant pour éviter cet effet d'embouteillage dont je parlais tout à l'heure. Analyser les impacts, définir une cible claire et un calendrier réaliste. Donc ça se fait pas en 2 mois. Voilà. Le cahier des charges en tant que tel, déjà, vous avez votre quotidien à gérer, vous avez, toutes vos contraintes, classiques, on va dire, à gérer et il faut arriver à se dégager du temps, ce qui n'est pas facile, pour pouvoir, heu, se projeter et se dire: «En fonction des contraintes réglementaires, en fonction de l'évolution de mon groupe, en fonction de ce que j'ai envie de donner, de ce que mes dirigeants me demandent, mes actionnaires, mes tiers me demandent, quelle information je voudrais, voir produire mon futur outil». Donc voir au-delà de la consolidation, la CSRD, pilier 2, des outils de planification, voilà. Tout ce qui vous fait envie et tout ce dont vous serez, soumis, ce à quoi vous serez soumis, il faut pouvoir l'intégrer dès maintenant dans votre réflexion. Ensuite, bâtir un plan d'évolution post-projet, penser à l'après, quelle sera la maintenance, quelle sera, ensuite votre couverture fonctionnelle, mais essayez d'échelonner un peu votre couverture fonctionnelle, pour prioriser. Voir d'abord les besoins immédiats et ensuite, voir dans le temps, les futures évolutions. Alors normatives, genre IFRS 18, ça s'est déjà annoncé, donc on peut déjà se préparer, mais il y en a d'autres, la CSRD et puis d'autres outils, d'autres, contraintes qui vont venir dans le temps et surtout impliquer les utilisateurs finaux. Écouter leur feedback. Moi, il me manque ça, j'aurais bien aimé avoir, le ratio de levier, 2 fois par an. Enfin voilà, des choses comme ça, qui vous permettent d'anticiper le besoin, de mettre ça dans le cahier des charges pour pouvoir ajuster le projet vraiment aux besoins réels, des personnes à qui vous communiquez vos informations, financières.
Il en ressort du coup, on a ressorti 3 gros piliers qu'on assimile à 3 gros facteurs de succès: anticiper, identifier, prioriser et impliquer. Alors anticiper, bon, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début, pour ne pas avoir à agir sous contrainte, parce qu'il va y avoir un goulot d'étranglement, parce que plusieurs centaines de groupes devront changer de système dans une période relativement courte. On est déjà quasiment en 2026, SAP FC c'est 2030, donc ça va venir très vite. Heu, il faut formaliser rapidement la cible à atteindre, avoir une vision claire du timing, des ressources disponibles et des contraintes externes. Donc en fait, le cahier des charges, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Plus il est précis, plus ça va faciliter derrière et votre choix d'outils et derrière le paramétrage, et ça évitera les allers-retours qui font perdre du temps et qui dit du temps, de l'argent, parce que derrière, il faudra demander des nombres de jours complémentaires aux consultants. Il faudra, déborder sur le planning, peut-être prévoir de garder l'outil d'avant un peu plus longtemps. Enfin voilà, ça a des conséquences, onéreuses, et donc plus le cahier des charges initial est précis, avec un plan d'échelonnement des fonctionnalités précis, avec un timing précis, plus ça c'est défini en amont, plus le projet est clair et du coup timé, et ce qui permet de mettre en face les bonnes ressources, et le succès du enfin, c'est un des facteurs succès, mais ça permet le succès, du changement d'outil. Identifier et prioriser, le deuxième pilier, parce que en fait, c'est pas juste reproduire, c'est pas juste: «Je veux la même chose sur un autre outil parce que celui d'avant, il sera plus maintenu». Non, il f i en fait, les contraintes réglementaires fait qu'on est obligé de prendre heu, d'autres contraintes en compte pour se dire: «Le cahier des charges, c'est pas juste la production des comptes consolidés, je vais aussi devoir produire de l'information extra-financière, fiscale, de planification, de budgétisation», voilà, et donc il faut pouvoir, enfin, que l'outil que vous allez choisir puisse répondre à vos futures contraintes. Formaliser tout ça donc, pour identifier et prioriser la couverture fonctionnelle, bâtir un plan d'évolution au-delà du projet initial. Bon, après, personne n'a de boule de cristal, mais dans ce que les éditeurs présentent, proposent, bah, ont déjà une vision de ce que demande le marché, en fait. Donc il faut être, ouvrir un peu ses chakras à ce qui est possible, et repenser la maintenance évolutive de la solution. Bah, qu'est-ce que ça va générer comme autre nouvelle obligation? Qu'est-ce que ça va alléger? Quelle bande passante ça va laisser à l'équipe IT notamment, pour pouvoir gérer autre chose autrement? heu et valider la sécurité des informations aussi. Et impliquer, le troisième, il arrive en troisième dans l'ordre, mais en fait, c'est quand même pour moi le plus important. Impliquer les dirigeants pour légitimer le projet, pour réussir. En fait, c'est un véritable projet de conduite de changement, et ça doit venir d'en haut pour mobiliser les équipes, impulser le changement. Et donc, derrière impliquer, ça veut dire communiquer sur les bénéfices du changement. Qu'est-ce que ça va pouvoir dégager en temps? Heu et derrière ce gain de temps, qu'est-ce que vous pouvez pouvoir proposer en plus, à plus forte valeur ajoutée, et qui donc va être bénéfique, pour les dirigeants. Enfin, les dirigeants ou les actionnaires, enfin tous ceux à qui vous communiquez. Et du coup, l'outil va pouvoir vraiment être un outil de pilotage et pas juste entre guillemets, une obligation, légale de conformité réglementaire. Impliquer, ça veut dire aussi former les utilisateurs, tous les utilisateurs, comptables et pas comptables, et les impliquer dès l'amont, dès la phase de cadrage, de test et à la fin dans la reprise de données, heu, pour que derrière ils puissent utiliser de façon, fluide, de façon, naturelle, les nouveaux outils. Voilà ce que je pouvais vous dire, de notre retour d'expérience. Alors ça commence petit à petit les changements d'outils, hein, c'est pour le moment, c'est pas, enfin ça commence, ça s'amorce, mais on sent vraiment avec le nombre de groupes qui sont concernés que ça va venir, vite et fort. Voilà, et comment chez PKF Arcelon on est structuré pour ça? Donc dans mon équipe, on est une quinzaine de consolideurs qui ne faisons que ça matin, midi et soir, de la conso. On est basé donc sur les sites que vous voyez sur la carte.
et pour autant, on traite des consos ou des problématiques de conso, où qu'elles soient en France parce que ça se fait très bien à distance, même si on aime bien vous voir en vrai. Voilà et donc on travaille aussi avec Amelkis, pas mal sur ces sujets-là et le dernier slide que je voulais vous montrer, c'était notre offre. Tout ce que nous on fait, enfin ce que les 15 personnes là de mon équipe, faisons. On fait de la production de comptes conso, donc ce qu'on appelle de l'externalisation de comptes conso. On fait de l'appui technique et de la formation via notre organisme de formation, la PKF Academy, formation et de conso, et d'outils, enfin d'utilisation d'outils, de la mise en place de reporting et du pilotage, de l'appui à l'audit de comptes conso. On utilise le tableau de flux de trésorerie pour pouvoir proposer des pistes d'amélioration du suivi de la trésorerie, du renfort opérationnel, donc en cas de surcroît d'activité ou d'arrêt dans vos équipes, on peut venir en renfort pour vous aider. Du diag IFRS ou de la mise en place de normes, de la consultation technique et de l'implémentation d'outils. Donc c'est pour ça que je termine là-dessus, c'était le thème d'aujourd'hui, d'aide au choix à l'outil, de la reprise de données historiques et du paramétrage d'état spécifique. Voilà, donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas, je serai ravie de répondre. Merci beaucoup et je repasse la parole à Laurent. Merci Claire. Merci pour cette, présentation, très intéressante. Effectivement, je vais commencer juste par, vraiment confirmer et mettre l'accent aussi sur le côté, je dirais timing très serré. Nous aussi en tant qu'éditeurs, nous sommes énormément sollicités. Il faut savoir que je dirais l'arrêt des maintenances des 2 solutions touche la quasi-totalité des groupes français. Donc ça va de BNP Paribas jusqu'à des groupes, je dirais de taille plus modeste et donc vous voyez un petit peu la taille du travail qui est à fournir. On se dit nous, de ce qu'on voit un peu du marché, que c'est globalement dans les très grands comptes, à peu près un tiers a a fait son changement de solution à la date d'aujourd'hui. Donc même dans les très grands comptes, il reste encore 2 tiers des très grands comptes qui doivent migrer avant 2030 et donc ce phénomène d'embouteillage est très, très important et il faut vraiment l'anticiper. Qui sommes-nous? Amelkis, nous sommes, éditeurs de solutions EPM et ESG. Nous avons fait le choix d'avoir 2 plateformes, séparées, une pour l'EPM et une pour l'ESG, les problématiques étant, je dirais, relativement différentes dans les modalités de traitement et on a fait ces 2 plateformes, mais qui bien sûr communiquent entre elles et peuvent bénéficier de passerelles, de structuration pour essayer de gagner en efficacité. Ça fait 20 ans d'expérience dans le domaine de l'EPM et aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs, qui sont à votre service, et qui travaillent tous les jours pour améliorer, déployer, et assister nos partenaires dans la mise en œuvre de nos solutions chez vous. J'ai un petit effet, voilà. On a un actionnaire de référence qui est rentré, on a un fonds d'investissement qui nous accompagne depuis 2024 et qui a vu tout le potentiel dans Amelkis et qui a vraiment pris une très grosse participation pour aider à financer notre croissance. Ce qu'il faut retenir en termes de chiffres pour Amelkis, c'est 1 500 clients, environ pas loin de 200 nouveaux clients chaque année, 110 groupes qui nous font confiance et surtout 5 500 consos qui tournent tous les ans sur notre environnement SaaS. Donc je veux dire en termes de volumétrie, de gestion de taille, aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait bien faire. On est le premier éditeur de logiciels en mode SaaS pour l'EPM en France. Voilà, on est devant, Oracle, devant SAP, devant tout le monde. Je veux dire parce qu'effectivement énormément de groupes, je dirais, nous font confiance aujourd'hui et on a une croissance qui est de l'ordre de 30 par an, ce qui explique aussi en partie l'entrée de Parquest dans notre capitale. Ce qui structure nos valeurs, ce qui structure notre entreprise, ce sont bien sûr nos valeurs. La première, c'est l'innovation. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais on fait énormément d'investissements sur nos solutions, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Et pour que ceux que ça intéresse, on fera des webinaires un petit peu dédiés à ça. L'ADN de la société, c'est la simplicité. En fait, quand on travaille, on le fait aussi pour l'intelligence artificielle, on réfléchit beaucoup à se dire, mais quelle est la fonctionnalité qui va rendre le travail le plus simple aux utilisateurs? On pense que pour avoir de l'information de qualité, on pense que pour avoir de l'information rapide, disponible, il faut que l'utilisateur, je dirais le plus bas dans l'échelle de la production, ait un travail qui soit le plus simple possible. Et on design nos applications pour rendre le travail le plus simple possible aux utilisateurs, aux contrôleurs de gestion, aux consolideurs.
aux filiales. C'est vraiment ça qui nous guide et je veux dire quand on fait un développement, c'est pas de la techno pour de la techno, c'est de la technologie pour nos utilisateurs. La proximité, on est un groupe français, on a une vocation de développement à court terme, je dirais au niveau de l'Europe, mais on reste un groupe français. On est très proche de nos collaborateurs, de nos clients, pardon, et nos clients ont l'avantage d'être très proches de nous et donc très proches des développeurs. Et on a, j'en reparlerai à la fin de la présentation si j'ai un petit peu de temps, la capacité à réagir très vite et à faire bouger nos produits très vite en fonction des demandes que l'on a qui proviennent du terrain. Et comme vous l'avez compris, on a une très forte expérience puisque je vous dis 5000 consos qui tournent. Ça veut dire que tous les ans, on a énormément de retours de nos clients et on fait bénéficier, je dirais, de ces retours clients tous nos futurs clients puisqu'on a des paramétrages qui sont très bien structurés. La plateforme, elle se compose de différents outils. Je dirais l'outil, les 2 outils principaux que j'évoquais, c'est, Amelkis EPM et Amelkis ESG, hein, donc ils font partie de la même suite de solutions, mais qui permettent de traiter 2 sujets différents. L'EPM pour tout ce qui est, conso, budget, forecast, pilotage financier, l'ESG pour tout ce qui est pilotage de la conformité ESG avec des enjeux de bilan carbone, de CSRD, de référentiel EcoVadis, vraiment tous ces sujets-là, qui est vraiment un outil très simple. Je ne vais pas vous le présenter, mais qui est très simple d'accès. Et si vous avez des questionnements sur ces sujets-là, n'hésitez pas à laisser un message, on vous rappellera. Et il y a des choses très simples à faire avec notre solution et qui permettent de gagner énormément de temps. Autour de notre vaisseau amiral Amelkis EPM, on a des outils compagnons qui vont permettre, je dirais, d'enrichir la solution. Un outil Amelkis qui permet de traiter, je dirais, toutes les contrats de crédit beau, les contrats de location financière, que ce soit en IFRS 16 ou en French Gap. Un outil filing qui est plus confidentiel, qui sert à faire, je dirais, de la publication XBRL pour ceux qui ont ce genre de contraintes. En général, c'est plutôt dans les grands comptes et 2 outils, pof, 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 un outil de gestion des intercos qui permet, je dirais, sans alourdir l'outil EPM, de faire de la réconciliation à la facture et de gagner énormément de temps en matière de réconciliation des intercos et des outils de disclosure management, un outil sur Word qui s'appelle W365 et qui permet directement à partir de Word de se connecter à la base de données et de pouvoir bâtir des plaquettes classiques de conso, des états financiers, mais aussi, je dirais, toutes sortes de dashboards pour de la diffusion en format PDF auprès de banques, auprès d'actionnaires ou de choses comme ça et un outil X365 qui est le pendant de W365, comme vous l'avez deviné, dans Excel, là qui permet de travailler en mode, je dirais, directement Excel connecté à la base de données. Alors, finalement, Claire vous a dit un petit peu quels étaient les enjeux métiers qui vont, constituer, je dirais, les sujets qu'il faut regarder lorsque vous allez réfléchir à un changement d'outil de consolidation parce que votre outil de consolidation est un peu vieux, un peu obsolescent. Et finalement, un des grands axes de réflexion qu'il faut avoir, c'est vraiment profiter de cette contrainte qui voilà, je veux dire sur laquelle on n'a pas vraiment le choix pour transformer une contrainte en opportunité et faire évoluer la problématique vers une problématique non plus consolidation statutaire toute seule, mais problématique EPM, Enterprise Performance Management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs et Amelkis en particulier, dire, vous proposent vraiment une notion de plateforme qui, au sein d'une seule plateforme, vont vous permettre de traiter différents sujets. Les solutions modernes permettent d'adresser dans la même solution de la consolidation statutaire avec des paramétrages très précis, French Gap, IFRS, voire US Gap, voire d'autres types de normes, et de faire cohabiter avec ça sans que ça pose de problème ni de volumétrie, ni de rigidification de l'un par rapport à l'autre, des problématiques plus de reporting, un reporting mensuel, un forecast, un rolling forecast, de l'élaboration budgétaire. Et aujourd'hui, les plateformes sont suffisamment puissantes technologiquement pour être capables de faire cohabiter ces différents enjeux. Et l'intérêt finalement, quand on a besoin de changer son outil de consolidation, c'est de se dire que on va pouvoir investir sur une plateforme et même si on ne fait pas tout de suite son reporting, on met sa consolidation dans l'outil et après on se dit bah tiens, une fois que j'ai ma conso, je peux y mettre mon reporting, je peux y mettre mon budget. C'est quelque chose que l'on peut faire évoluer très facilement en sachant qu'en plus, en règle générale, dans ces plateformes, vous achetez la plateforme, vous n'avez pas de frais supplémentaires en termes de licence de l'outil. Vous avez éventuellement des utilisateurs complémentaires, mais l'outil, vous ne payez pas plus parce que vous faites la conso ou la conso le reporting ou la conso le reporting et le budget. C'est le même prix. Donc aujourd'hui, quand vous regardez une solution de PM, il faut que ce soit une solution globale, qui soit complète, qui vous permette d'adresser potentiellement tous les sujets de pilotage que vous aurez adressés et qui soit la plus simple possible, la plus simple possible à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? On va regarder les standards métiers.
je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce qui est important pour gagner du temps, c'est de partir d'une plateforme qui dispose d'un certain nombre de processus, je dirais, déjà intégrés dans la plateforme. Chez Amelkis, nous, par exemple, on fournit un paramétrage de consolidation ANC 2020-01 qui est, et on est les seuls à le proposer, qui est vraiment plug and play. C'est-à-dire que je vous mets à disposition mon outil, je vous mets à disposition le standard, vous mettez vos chiffres, vous appuyez sur le bouton consolider, ça vous sort la conso et comme l'a dit Claire, ça vous sort le OK. VARCAP, la tax proof et le TFT. Voilà. On a Alors, la peu de même chose en travail de IFRS. consolideur quand même. Il y a bien sûr le travail du consolideur, mais je veux dire, avec un bon consolideur qui passe des bonnes écritures, on arrive à faire ce genre de choses, je dirais, pour un groupe qui aurait un besoin tout simple, vraiment, je dirais, sans fioriture. Voilà, nous, c'est prêt à l'emploi et vous pouvez avancer. Et on est les seuls à fournir un paramétrage de cette qualité-là. Et vous imaginez bien qu'avec plus de 5000 consos qui tournent tous les ans, voilà, je veux dire, le paramétrage est bien rodé et bien puné. Il faut que vous travailliez avec un partenaire qui va vous faire bénéficier de l'expérience acquise auprès de clients existants et d'un éditeur qui a des partenaires expérimentés, parce que c'est important. La réussite d'un projet, c'est vraiment, le transfert de l'expérience du partenaire qui va vous accompagner et de l'éditeur, dire pour votre projet, pour vos besoins et pour vos problématiques. Je veux dire et ça, c'est fondamental parce que, je veux dire, vous avez l'habitude de travailler dans un certain contexte. Moi, je l'ai vécu chez des clients qui avaient des outils depuis, 10-15 ans et qui vont se retrouver à être obligés de changer parce que leur outil historique disparaît. Et donc cet accompagnement est fondamental à la fois pendant la phase projet et pendant la phase de démarrage pour faire en sorte que je dirais la migration, comme l'a expliqué de façon très détaillée et claire, se passe de la façon la plus souple possible, la plus précise possible, parce qu'on a quand même un certain nombre de contraintes réglementaires. Et donc ça, c'est important quand vous faites votre choix, à la fois de choisir une plateforme, mais de choisir aussi un partenaire. Et cette, je dirais, ce binôme partenaire-éditeur est un facteur clé, je dirais, pour réussir votre projet. Ensuite, il faut vous assurer que, je dirais, le partenaire, l'éditeur, soit capable de mettre à votre disposition une véritable réactivité, je dirais avec des équipes consulting qui sont expérimentées et engagées, et que l'éditeur soit capable aussi, je dirais, de vous donner un accès possible quand vous avez des projets avec un petit peu d'ampleur aux équipes de recherche et de développement pour avoir de la réactivité dans l'adaptation du produit à vos enjeux. Ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours, certes, mais c'est quelque chose qui nous paraît important. Quand vous regardez un outil, il faut regarder aussi, je dirais, qu'il bénéficie d'une interface moderne et intuitive. Ça peut paraître, je dirais, évident, mais contrairement à ce qu'on pense, dans les outils alternatifs qui aujourd'hui existent sur le marché pour remplacer SAP FC ou HFM ou des outils plus anciens qui n'évoluent plus, il y a quand même des outils qui restent un petit peu anciens, qui sont encore, sur des vieilles technologies, pas encore, totalement développées dans des approches, full web et SaaS. Et ça, c'est important. Je veux dire, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on pense que ce sont les utilisateurs qui sont la clé de l'efficacité et un outil EPM doit vous permettre et doit permettre à ces utilisateurs une grande facilité de navigation, une grande simplicité d'utilisation. Et là, il ne faut pas faire de concessions là-dessus parce que faire des concessions en phase de choix d'outils sur ce type de choses, c'est oblitérer son avenir et repartir dans une solution un peu structurante, un peu contraignante et qui va vous empêcher de l'utiliser à plein sur les années à venir. Or, votre projet va être un investissement, il faut rentabiliser cet investissement. Et de la même façon, vous allez avoir des éditeurs qui vont vous parler de technologie pour la technologie. Il faut bien regarder que la technologie qui est proposée, je veux dire, soit vraiment utile pour les utilisateurs et qu'elle garantisse aux directions financières, je dirais, à la fois l'efficacité qu'il est légitime d'attendre et je dirais le degré de modernité qui fait que l'investissement qu'on est en train de faire est un investissement qui va être pérenne. Donc, en termes de focus, qu'est-ce que vous pouvez regarder? Bien sûr, regardez que la solution soit full web. Ça, c'est, je dirais, un indispensable. Les dernières solutions technologiques qui sortent sont dans cet environnement-là et c'est ce qui vous garantit le plus de souplesse et d'évolutivité pour votre solution plus tard. Il faut que, alors j'ai mis processus inchangé, je pense que je changerai un peu la terminologie, mais il faut que, je dirais, vos processus, je dirais la façon dont vous avez l'habitude de travailler soit quand même maintenue. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire évoluer avec les apports des nouvelles technologies, mais j'ai vu trop de solutions qui finalement imposent à un client une façon de travailler, alors que je dirais les nouveaux outils informatiques sont là pour supporter votre organisation interne et l'organisation de votre groupe.
Et donc ça, c'est important de bien regarder, je veux dire, si vous êtes dans une logique où c'est l'outil qui va vous contraindre à une organisation ou si l'outil est suffisamment souple pour vous permettre de mettre votre organisation dans cette solution-là. Il faut bien sûr une architecture informatique performante et sécurisée. Donc là, je vous mets les quelques clés, je dirais qu'il faut regarder. Donc des certifications, les 2, la ISAE 3402 type 2 est la plus up to date actuellement. Voilà, il faut des environnements informatiques avec, des environnements PA5 et il faut vous assurer qu'il y a des tests, je dirais, de toute une série de tests, notamment des tests d'intrusion qui sont faits, je dirais, par les éditeurs. Petit focus que je n'ai pas mis dans le slide, la sécurité informatique, elle est évidente dans les applications. Vous allez définir des sécurités pour vos utilisateurs, mais je dirais, elle doit aussi porter sur l'ensemble des données et c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA et on commence à avoir ces réflexions-là, c'est qu'on se dit: «L'IA, on va créer des modèles IA qui vont rentrer dans nos applications». Je vous rassure, ce sont des moteurs d'IA, des LLM, qui sont les LLM standards du marché. Il y a aucun éditeur ne peut développer un LLM, donc on va prendre par exemple OpenAI ou ChatGPT. Mais en fait, quand vous voyez de l'IA dans une application EPM, c'est-à-dire que l'éditeur a acheté les licences du moteur LLM, le met dans son environnement et c'est dans l'environnement de l'éditeur que le moteur de LLM tourne et qui vous fournit des fonctionnalités de type IA. Ce n'est pas des choses qui vont s'ouvrir vers l'extérieur et qui vont permettre à vos données d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est très sécurisé. La petite question qui se pose sous-jacente, c'est de dire ces modèles LLM, il faut qu'ils soient capables de se connecter aussi à la sécurité, aux sécurités que vous définissez dans votre application. Et si par exemple, le patron d'une business unit ne peut voir que les données de sa business unit, ce qui est très facile à faire dans un outil EPM, il faut bien que l'intelligence artificielle récupère en fait cette gestion des sécurités et ça, c'est des sujets qui sont encore en train d'être regardés. Paramétrage et historique conservé. Nous avons développé chez Amelkis et donc c'est quelque chose qu'il faut que vous regardiez, la capacité, je dirais, à migrer, des paramétrages ou des données historiques. Donc nous, on le fait avec des vieux outils. On a un outil qui s'appelle EasyEPM, mais ça, c'est dans votre comparatif, c'est des choses qui sont à regarder parce que dans, la plupart des gros projets, la charge de reprise d'historique est au moins souvent au moins équivalente, voire supérieure à la partie paramétrage du projet. Donc finalement, cette charge-là, quand on commence à avoir beaucoup d'entités, elle est réellement significative. Claire vous a dit toutes les contraintes indispensables qu'il fallait régler, donc c'est sûr que quand on peut se faire assister par de la technologie, c'est un petit peu mieux. Bien sûr, il faut regarder et investir sur les fonctionnalités importantes. Donc, il est fondamental de retrouver ce que vous attendez, au sein de l'application EPM. Donc en conso, vous l'avez vu, c'est très lié aux standards de conso que l'éditeur peut vous fournir. Après, je dirais sur des aspects un peu plus de forecast, rolling forecast, élaboration budgétaire, planification stratégique. Si vous avez déjà ces process et que vous pensez à les intégrer dans la solution, bien regarder comment la solution va réagir et comment elle va disposer de fonctionnalités dédiées, je dirais, à la production d'informations prévisionnelles, qui va rendre là aussi le travail des contrôleurs de gestion beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. L'idée étant dans des phases de projection d'être capable de refaire tourner des projections très très vite pour pouvoir réagir à éventuellement des changements d'environnement ou permettre à la direction générale de pouvoir raisonner sur 2, 3, 4, 5 variantes différentes et de refaire tourner très très vite en changeant simplement les hypothèses de simulation. Et bien sûr, regardez, je dirais, l'intégration des différentes évolutions technologiques de dernière génération. Elles sont énormément liées à l'IA, mais c'est de l'IA qui va intervenir à différents niveaux, je dirais, de la de la plateforme. Donc je vais parler du LLM, mais aujourd'hui, par exemple, on a de l'IA qui permet de faire des tableaux de mapping automatiquement dans l'outil. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé en préalable de créer un outil d'import. Vous prenez une balance, vous la mettez dans la solution et la balance, elle va lire le plan de compte numéro, elle va lire le plan de compte libellé et elle est capable, l'intelligence artificielle, de faire un premier mapping entre ce qu'elle a trouvé dans la balance qu'elle a reçue, le plan de compte du groupe tel qu'il a été défini, et elle vous propose, je veux dire, un mapping automatique que vous pouvez éventuellement corriger. Vous voyez, l'intelligence artificielle va intervenir à différents endroits. Nous, on est en train de travailler sur une intelligence artificielle qui va permettre d'avoir l'outil EPM dans n'importe quelle langue qui va être définie dans le navigateur de l'utilisateur. Demain, vous avez une filiale en Bulgarie, vous ne parlez pas le bulgare, ce qui est mon cas, eh bien, vous avez la possibilité, l'intervenant bulgare pourra sélectionner sa langue dans son navigateur et tous les menus de l'outil, plus tous les paramétrages de compte seront traduits. Je ne vous cache pas que
en traduction sur des langues un peu rares, il peut y avoir quelques adaptations à faire, mais ça permet vraiment de j'ai quand même de lever et de permettre une diffusion beaucoup plus importante, de l'applicatif. Pardon. Quelques points clés qu'il faut vraiment regarder. Je vous ai dit la sécurité. Donc il faut regarder, des les enjeux de portail de connexion, de single sign-on, de gestion intelligente de la politique de sécurité. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Et là, je vous ai mis en item les différents éléments, je dirais, qui sont indispensables aujourd'hui. Authentification unique et nominative pour plein d'enjeux et de temps en temps sur les applications EPM, on peut être amené à gérer des des données de type RGPD avec des, noms, prénoms, adresse mail, salaire, dans certaines simulations de masse salariale. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Il faut que l'application puisse se connecter à différents annuaires, qu'il y ait, une sécurité par de l'authentification multifacteur et je dirais que ça soit simple et facile d'accès avec un portail de gestion de la politique de sécurité. Et donc là, vous voyez comment nous, on gère ça, je dirais, dans l'application avec un point d'entrée unique qui permet d'accéder à l'ensemble des applications, je dirais, de la solution. Là, c'est EPM et avec le même portail, vous pouvez aussi vous connecter à ESG. Et après, vous allez définir un petit peu les différentes typologies de sécurité que vous allez mettre en place. Claire l'a dit, c'est très, très important. Regardez comment vous allez être pouvoir interactif avec votre environnement. On travaille, tous sur des connecteurs, je dirais, qu'on appelle API, qui vont permettre de se connecter nativement, je dirais avec les solutions comptables, mais pas que, avec les solutions qui sont en source d'informations pour les applis de conso ou de reporting. Donc ça, c'est très vrai, ça se fait de plus en plus. Par contre, c'est moins vrai si vous avez des vieux logiciels comptables. Ça se fait avec des outils modernes. Quand votre outil comptable est un peu vieux, attention, ça peut être un peu limité. Télécharger par exemple aussi nativement tous les taux de conversion. On ne saisit plus aujourd'hui un taux de conversion. On se connecte à la Banque de France, à la Banque centrale européenne, on récupère les taux de change. Souvent, on accompagne, je dirais, l'outil EPM d'espaces d'échange mutualisés, des connecteurs natifs avec, l'ensemble des outils, Office et des API, je dirais, ça j'en ai parlé, des API amont pour les systèmes. Pardon, je vais venir là. On a aussi donc des connecteurs, sortants, je dirais notamment les flux OData qui permettent là de prendre les éléments qui sont dans l'application EPM et qui vont alimenter d'autres applications. Donc aujourd'hui, on sait très bien faire ça. Aujourd'hui, vous dites ce que vous voulez faire dans l'outil EPM, ça vous génère un lien OData. Ce lien OData vous permet d'alimenter du Power BI, du Tableau, du ClickView ou tout autre outil BI que vous utilisez et qui va vous permettre de mixer vos données EPM avec l'ensemble des autres données de pilotage de l'entreprise et de faire du dashboarding qui soit un dashboarding totalement transverse à votre entreprise. Il faut regarder aussi la capacité que vous donne l'outil à automatiser les différentes tâches. Vous allez segmenter tout votre processus de conso et ou de reporting. Vous allez pouvoir découper ça en différentes tâches et vous allez pouvoir affecter ces tâches à différents types d'utilisateurs. Vous allez pouvoir vous assurer de recevoir des alertes si les tâches ne sont pas faites en temps et en heure telles que vous l'avez, je dirais, structuré. Donc ça vous permet vraiment de définir, d'organiser votre processus de travail, de recevoir les alertes qui vont bien quand le processus de travail n'est pas, je dirais, fait en temps et en heure et donc de vraiment mieux maîtriser, je dirais, les temps de production de vos données. Alors évidemment, c'est un outil. Je veux dire, quand, les sujets sont complexes en amont dans les outils comptables ou les outils de production, c'est toujours difficile. Mais en tous les cas, vous gardez, je dirais, une transparence beaucoup plus importante dans l'ensemble du processus, je dirais, de production de votre donnée et vous êtes capable de réagir et de rentrer en communication avec vos entités très, très vite et comme ça, je dirais, faire sauter très vite les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer, les utilisateurs, locaux. Voilà, le workflow, il doit être aussi, je dirais, très intuitif et très facile à mettre en œuvre parce que, notamment en matière de gestion, on peut être amené à le faire bouger un peu plus, rapidement. Donc en fait, il doit, je dirais, c'est des systèmes un peu drag and drop qui vont vous permettre de définir et de planifier l'ensemble des tâches que vous allez à faire. Certaines de ces tâches pourront être automatisées et pourront être automatisées avec de l'intelligence artificielle. Vous serez notifié, je dirais, de l'achèvement de chacune des tâches ou du retard pris dans chacune des tâches et ça peut même aujourd'hui être synchronisé avec votre Outlook. Donc ça peut envoyer des mails, je veux dire à vos utilisateurs ou à vous-même en fonction de votre organisation.
Les fonctionnalités de BI, là aussi, vous avez 2 façons d'appréhender, je dirais, la diffusion et la production d'informations en restitution. C'est très intéressant pour la partie vraiment plutôt FP&A, contrôle de gestion, élaboration budgétaire. C'est la capacité aujourd'hui directement dans les solutions de vous fournir des éléments de dashboarding. Donc là, je vous montre une copie d'écran de ce qu'on peut faire dans Ameltis EPM. C'est une vieille version. En 2026, on va sortir une version encore plus orientée dashboarding, encore plus graphiquement percutante. L'idée étant qu'en prise directe sur la donnée, sans avoir à changer d'outil, vous soyez déjà capable de bâtir une dizaine d'étapes, par exemple, de restitution clés, de donner accès à ces restitutions à des gens qui ne sont pas des experts de l'outil, mais plutôt des décideurs qui ont besoin d'avoir un coup d'œil rapide sur les éléments clés, capables de double-cliquer pour aller un tout petit peu dans un premier niveau de détail et se faire une première idée de, je dirais, comment se comportent, je dirais, les chiffres du groupe et être capable d'aller très, très vite, je dirais, dans les interactions avec les utilisateurs. Et vous imaginez qu'en termes de processus d'élaboration budgétaire, c'est assez fondamental. Très, très vite, on sort des premières versions. Très, très vite, la direction générale peut avoir accès à différents tableaux de bord directement dans la solution. Pas besoin de transférer les données, pas besoin de faire des copier-coller de données dans des fichiers, dans des systèmes BI. Tout de suite, les données sont disponibles, les gens peuvent les lire, peuvent interagir. Et je dirais en termes de gain de temps là, pour le processus, les prévisions, c'est assez fondamental. Les add-in Word et Excel, bon ça aujourd'hui, tout le monde les a, mais c'est très important. Nous, on a fait le choix, je dirais, dans Ameltis EPM d'avoir des add-ins, vous voyez, qui vont venir en complément. On n'est plus dans les anciens add-ins où il y avait des problèmes, notamment les add-in Word, où il y avait énormément de problèmes de stabilité, je dirais, dans les connexions qu'on faisait. Aujourd'hui, on a des add-ins qui ont été développés à côté, je dirais, de la solution et qui permettent une fluidité et je dirais une capacité de travail qui est beaucoup plus importante avec la solution et qui permet voilà, de faire ce genre de restitution aussi de façon totalement, je dirais, automatique. Et pour Word, c'est pareil, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Word, c'est un Word qui va se connecter directement à l'application. C'est pas un tableau Excel que vous faites qui va dans Word. Là, Word, vous allez définir vos tableaux dans Word et chaque fois que vous allez exécuter un reporting ou une conso, vous allez rafraîchir avec, je dirais, la bonne période et tous les tableaux qui sont dans votre fichier Word seront mis à jour automatiquement. Et au-delà même des tableaux, vous pouvez avoir des tags, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du texte en disant le chiffre d'affaires est de, et là vous mettez un tag et le chiffre d'affaires se met à jour automatiquement avec les dernières données qui sont dans la base. Je dirais, vous n'avez même pas besoin de retaper votre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez le gain de temps qu'on peut avoir sur ce genre de solution de disclosure management en termes de production de reporting. Donc là, vous avez la vision dans Word. Donc, avec pareil, vous voyez, la petite add-in sur le côté, vous vous connectez à votre base et ça va vous mettre par exemple, la date qui est ici, ben, elle va être mise à jour en fonction du point de vue que vous allez choisir pour faire de votre restitution. Voilà, je suis allé un petit peu vite sur la fin parce que je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour les questions-réponses, mais je dirais, les éléments clés qu'il faut regarder quand vous êtes en phase de choix, d'une solution pour changer votre outil, de consolidation vers un outil EPM, c'est bien de regarder l'ensemble de ces éléments-là. La sécurité, l'ergonomie de l'outil dans lequel vous allez travailler, la capacité à être ouvert en amont et en aval sur les sujets, les plus importants. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de terminer avant que je fasse une petite conclusion par les questions-réponses. Je vais voir avec, Mélanie si sur le chat on a des questions, puis qu'elle puisse nous les poser et je pense qu'avec Claire, nous allons nous faire un plaisir d'y répondre. Oui, il y a une question qui concerne l'intelligence artificielle. Oui. Comment allez-vous intégrer l'IA dans la renaissance des outils de consolidation Amelkis? Alors, comme je l'ai dit, en fait, ça va intervenir alors peut-être que la question a été sûrement posée avant que je détaille un peu tout ça. Ça va vraiment intervenir à peu près partout dans la solution. Je vous ai dit sur la partie, je dirais import, au fur et à mesure, on va améliorer l'intelligence artificielle, mais l'idée, c'est d'avoir des imports beaucoup plus automatiques sans avoir besoin de faire des tables et de maintenir des tables de mapping. On va la voir, je dirais, dans la traduction, je l'ai dit. Un des sujets sur lesquels on travaille, c'est, pour ceux qui connaissent bien les outils de conso, on a l'habitude maintenant dans les liasses d'avoir des tableaux de contrôle et quand on a fini ces alias, on lance les contrôles et on voit les endroits où on a des incohérences dans l'alias. Un des travaux qu'on aimerait bien faire, c'est avoir, un process d'intelligence artificielle qui, une fois que la conso ou le reporting a tourné, soit capable de sortir, je dirais,
de sortir automatiquement des messages d'alerte sur une genre de revue analytique pilotée par l'IA qui serait capable de vous dire: «Attention, sur telle entité, j'ai une variation sur le chiffre d'affaires qui me paraît pas cohérente avec ce que j'avais constaté, les 3 années précédentes». Ou dans tel compte, il y a absolument aucune info alors que d'habitude il y a des infos. Ou, je dirais, le ratio entre les effectifs et la masse salariale est très, très différent de ce qu'il y avait dans les années précédentes. Donc avoir un système d'intelligence artificielle qui va être capable de brasser l'ensemble des éléments qui sont produits dans une conso ou dans un reporting et de lancer des comparaisons en fonction d'éléments que vous allez lui donner dans des prompts et être capable de vous bâtir comme ça très très vite et dès que votre reporting, votre conso est sorti, des tableaux d'analyse. Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Les intercos évidemment. Je pense que là, à terme, dans 3 4 ans, je veux dire, le process interco sera complètement piloté par l'intelligence artificielle qui va interagir avec l'ensemble des entités sans l'intervention du consolideur pour dire: «Attention, là, vous n'êtes pas réconciliés, je n'ai pas eu d'infos, je vous relance» et à la fin, j'alerte le consolideur en disant: «J'ai relancé, 3 fois, j'ai toujours pas d'infos, c'est pas réconcilié» et là, l'humain reprendra la main. Donc on est vraiment sur des fonctionnalités de ce type-là, des assistants en fait, qui vont, je dirais, permettre de gagner du temps sur l'analyse des informations les plus importantes lorsque les données sont produites. Ça, c'est le premier champ. Le deuxième champ qui va arriver très vite, c'est, de l'aide contextualisée. Demain, vous vous dites: «Ah zut, je ne me rappelle plus comment on met en place les taux de change». Bah, j'ai mon chatbot, je dis: «Dans l'application, comment je mets, en place mes taux de change?» et là, le système va aller lire, je dirais, toute la documentation dans le contexte Amelkis et va vous dire: «Ah bah tiens, pour les taux de change, vous cliquez à tel endroit, vous cliquez à tel endroit, vous faites ça» et la petite procédure rapide que vous avez oubliée, elle va s'afficher et vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans de la documentation ou ailleurs, je dirais, ce que l'on peut faire. Et on l'élargira, je pense, dans un deuxième temps à des, je dirais à des forums, je dirais, que nous alimenterons sur toutes les bonnes pratiques. Demain, je veux dire, je suis consolideur, j'ai une fusion inversée avec, une filiale qui absorbe sa mère et qui devient la mère. Un truc un peu compliqué à faire. On n'en fait pas tous les jours. D'ailleurs, parfois on n'en fait même jamais, mais ça arrive et on ne sait pas comment faire. Bah, là, on pourra taper: «Est-ce que tu peux me dire dans l'outil comment je fais une fusion inversée?» En soit, il vous dira: «Je sais pas, j'ai pas d'infos, j'ai jamais vu ce cas-là». Soit il vous dira: Un «Bah peu oui». clair? Voilà, faut appeler un cabinet pertinent, pour m'accompagner sur le sujet. De toute façon, ce que fera l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vous dira: «Voilà ce que je pense» et elle vous mettra une petite phrase à la fin en vous disant: «Ce que je pense, c'est bien, mais faites quand même valider, je dirais par un expert que, je veux dire, la démonstration et le processus qu'on vous donne est cohérent». Donc vraiment ce côté, enrichissement de l'interaction avec l'outil pour vous garantir que vous utilisez bien l'outil. Je dirais que vous l'utilisez à 100 parce que la qualité de la donnée, c'est aussi une bonne compréhension de l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Claire, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur l'intelligence artificielle? Non, c'est parfait, Laurent. Une autre question, Mélanie? Oui, il y a une question sur le préparamétrage French Gap. Quelqu'un qui demande si, c'est inclus dans l'outil. Tout à fait. Quand on fournit, en tout cas pour Amelkis, quand on fournit la solution, elle dispose à la fois du paramétrage French Gap et du paramétrage IFRS. Je vous dis, le French Gap, pour dire une publication très standard, il est plug and play, il est très utilisable. Je ne dis pas la même chose du IFRS parce que d'expérience, l'IFRS nécessite toujours un peu d'adaptation en fonction du contexte client. Mais vous avez la totalité, je dirais, de ce qui est nécessaire en standard en IFRS aussi fourni dans l'outil sans coût complémentaire. Et c'est aussi pour ça que je dirais la mise en place d'Amelkis EPM est beaucoup plus rapide que la mise en place de nos compétiteurs parce que nous, on se base sur ces standards qu'on adapte très facilement si vous voulez changer le plan de compte, si vous voulez rajouter des dimensions d'analyse dans votre consolidation statutaire. Globalement, ça ne change pas la philosophie de notre jeu de règles. Notre jeu de règles, je crois que c'est plus de 1000 règles de consolidation qui sont dans notre jeu de règles. Donc ça, je dirais, c'est un jeu de règles qui est dynamique et qui va s'adapter au plan de compte et aux dimensions analytiques que vous allez vouloir mettre dans votre consolidation statutaire. D'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, écoutez, voilà, 4, 3, 2, 1. Voilà, le temps qui Parfait, m'était quel imparti, timing. voilà, quel timing, le temps qui m'était imparti est donc maintenant révolu. Écoutez, nous allons mettre un terme à cette je vous remercie tous d'avoir participé, à cette Merci présentation, beaucoup. qui va se terminer. Merci, On Laurent. reste
Ouais, on reste avec Claire à votre entière disposition. Donc vous aurez nos coordonnées, je pense dans le replay ou dans l'invitation. Enfin, on fera en sorte que vous ayez nos coordonnées. On reste vraiment à votre disposition pour répondre aux questions complémentaires et et vous accompagner effectivement dans les réflexions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.